Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Cette vérité, que l'on prête à l'écrivain Mark Twain, nous offre la porte d'un royaume familier et douloureux. Un royaume où la logique se tait et où le cœur humain se barricade. Vous le connaissez, ce mur. Ce mur invisible qui se dresse au milieu d'une conversation, qui n'a ni briques ni mortier. Et pourtant il est plus solide que le granit. C'est la gorge qui se serre lorsque vous réalisez que vos mots, si clairs et si sincères, ricochent sans jamais atteindre leur cible. C'est la valse épuisante des mêmes arguments qui reviennent, encore et encore, sans jamais trouver d'écho. Et puis ce silence, un silence lourd, pesant, qui n'est pas la paix, mais l'abandon d'une bataille perdue d'avance. Votre dialogue, qui se voulait un pont entre deux âmes, est devenu un monologue face à un miroir sans teint. Cette épreuve, cette impasse porte un nom au-delà du simple entêtement. Je l'appelle le syndrome de la forteresse inflexible. Comprenez bien, il ne s'agit que rarement de mauvaise volonté. C'est un mécanisme bien plus profond. Une architecture de l'âme bâtie pour se défendre. Pour la personne qui se dresse face à vous, son idée n'est pas une possession qu'elle peut échanger. Elle est devenue une pierre angulaire de son identité. Lâcher cette idée, ce serait pour elle s'effondrer de l'intérieur. Alors, laissez-moi vous le dire d'emblée. Je ne suis pas ici pour vous offrir les clés rouillées de la manipulation, ni les techniques usées pour gagner un débat. Ma promesse est plus douce et plus libératrice. Nous allons ensemble apprendre à lire la carte de cette forteresse, non pour y mener l'assaut, mais pour cesser d'y perdre notre propre paix. Il ne s'agit pas de forcer la serrure, mais de dessiner un nouveau chemin sur notre propre territoire relationnel. Un chemin où notre énergie est préservée et notre sérénité protégée. Pour comprendre le mystère du rocher qui se dresse sur votre chemin, le premier pas ne se fait pas vers lui, mais à l'intérieur de vous. Il s'agit d'un voyage de compréhension, non pour excuser la pierre, mais pour ne plus vous y briser. Car derrière ces murailles que vous percevez, il y a une architecture invisible, une logique du cœur qui échappe à la raison. Le ciment qui rend ces murs si denses, c'est ce qu'un psychologue du nom de Léon Festinger a appelé la dissonance cognitive. C'est un mot savant pour une douleur très simple. Le tourment de porter en soi deux idées qui se font la guerre. L'esprit humain, voyez-vous, a horreur de ce conflit. Et pour retrouver la paix, il choisira souvent de nier la vérité la plus éclatante, plutôt que de remettre en question une croyance qui le définit. L'entêtement n'est donc pas une force, mais le bouclier d'une âme qui se protège d'elle-même. Imaginez un instant cet ami qui vous est cher, défendant corps et âme un choix, un investissement qui, pour vous, semble être un navire en train de sombrer. Vous lui présentez les faits, les chiffres, la logique implacable de la marée. Mais plus vous insistez, plus sa voix s'affermit et son regard se durcit. Ne vous y trompez pas.
Cet ami ne défend pas son argent. Il défend l'architecte de sa propre vie. Il protège l'image qu'il a de lui-même, celle d'une personne avisée, intelligente, capable. Admettre l'erreur serait comme avouer que les fondations de son temple sont faites de sable. Sa certitude n'est pas une épée tournée vers vous, c'est un bouclier tourné vers l'intérieur. Et c'est là que réside le secret le plus profond de la forteresse. Pour celui qui y vit, son opinion n'est pas un vêtement qu'il peut changer au gré des saisons. C'est sa peau même. Elle est tissée avec les fils de ses expériences, de ses peurs, de ses espoirs. Discuter de son idée, pour vous, c'est échanger des points de vue. Pour lui, c'est subir une attaque existentielle. Voilà pourquoi la discussion devient si vite un combat. Le rocher n'est pas inerte. Il vibre de la peur de se voir anéanti. Et au cœur de ce rocher, il protège un trésor infiniment fragile. Son sentiment de cohérence, sa propre valeur à ses yeux. La première clé pour aborder ces forteresses n'est donc jamais un bélier. C'est une simple lueur d'empathie, une compréhension silencieuse que la porte est verrouillée de l'intérieur. Car bien souvent, la forteresse la plus imprenable est aussi la prison la plus solitaire. Et cette compréhension, cette douce lueur, est le premier pas vers votre propre liberté. Maintenant que nous avons posé une lueur sur la forteresse de l'autre, je vous invite à faire le pas le plus courageux. Tournez cette lumière vers vous. Car le rocher auquel vous vous heurtez est aussi, et peut-être surtout, un miroir. Un miroir qui vous renvoie l'image de votre propre frustration. Il existe au plus profond de l'âme humaine un esprit de contradiction sacrée. C'est une force qui se réveille chaque fois que notre liberté de penser, de choisir ou de croire est menacée. Le psychologue Jacques Brem a donné un nom à cette force, la réactance. Quand vous poussez contre le rocher avec vos arguments, quand vous insistez pour qu'il voie la lumière, vous activez, sans le savoir, cette force en l'autre. Il ne vous entend plus. Il sent seulement que sa liberté est en péril et il se raidit pour la protéger. Mais voilà le secret que le miroir vous révèle. L'inflexibilité du rocher active la même force en vous. Son refus d'entendre votre vérité menace votre liberté d'être vu, d'être compris, d'être respecté. Et votre âme, à son tour, se met à résister. Et voilà que se crée la boucle infinie, une danse tragique, où deux libertés blessées se font face, chacune se raidissant un peu plus à chaque pas de l'autre. Vous poussez, il résiste. Il résiste, et cela vous donne envie de pousser plus fort encore. Deux forces qui s'opposent, s'alimentent et se consument dans une étreinte stérile. Alors je vous le demande, dans le silence de votre être, que se cache-t-il vraiment derrière votre besoin si ardent d'avoir raison? Est-ce la colère de l'impuissance? Ce sentiment de crier dans le vide? Est-ce la blessure de l'invalidation? Cette impression que votre monde, votre réalité, est niée d'un revers de la main?
Ou est-ce la soif plus profonde encore de la reconnaissance, ce besoin fondamental que votre existence et votre perception des choses soient reconnues comme valides aux yeux de l'autre? Le combat, bien souvent, a quitté depuis longtemps le champ de bataille de la conversation initiale. Il ne s'agit plus de l'investissement, du projet ou de la simple opinion. Il s'agit de votre droit d'exister. Le rocher n'est plus un obstacle sur votre chemin. Il est devenu le miroir implacable de vos propres blessures. Et la prise de conscience est ici. Votre frustration, cette chaleur qui monte en vous, n'est pas votre ennemi. Elle est une messagère, une boussole précieuse. Elle vient vous murmurer une seule chose. Tu as déposé les clés de ta paix intérieure dans les mains d'un autre. C'est le signal que vous avez cédé votre pouvoir émotionnel à la situation, que vous avez permis au rocher de dicter le climat de votre âme. Et cette simple reconnaissance est le premier pas pour reprendre ce pouvoir en vous. Puisque vous avez repris les rênes de votre paix intérieure, le moment est venu d'apprendre non plus à pousser le rocher, mais à danser avec lui. Il ne s'agit pas de le vaincre, mais de changer la nature même de la rencontre. L'art du détour n'est pas une fuite, c'est la sagesse du courant qui contourne la pierre pour poursuivre son chemin vers l'océan. Je souhaite vous offrir 3 gestes. 3 gestes de communication qui sont aussi des gestes de paix. Le premier geste est d'abaisser le pont-levis. On l'appelle la validation. Mais attention, valider, ce n'est pas abdiquer. Ce n'est pas dire à l'autre « tu as raison ». C'est un acte bien plus subtil et puissant. C'est lui dire « je vois le chemin que tu as emprunté pour arriver à ta pensée ». C'est honorer sa perspective, même si vous ne la partagez pas. Imaginez-vous dire, avec une sincérité désarmante, « de la façon dont tu vois les choses, je comprends tout à fait que tu en arrives à cette conclusion. » Ou encore, « c'est un point de vue intéressant. Je n'avais pas vu la situation sous cet angle. » En prononçant ces mots, vous envoyez un message à la partie la plus ancienne de son cerveau, celle qui veille sur les menaces. Vous lui dites « tu es en sécurité ». Et soudain, la garde se baisse, le pont-levis s'abaisse et le dialogue redevient possible. Le deuxième geste est de bannir de votre dialogue un mot, un seul, qui est un poison pour la connexion. Le mot « mais ». Ce petit mot est un effaceur d'âme. Quand vous dites « je comprends mais », tout ce qui précédait le « mais » est annulé, jeté aux oubliettes. Le « mais » est un mur invisible qui se dresse instantanément entre vous. Remplacez-le par son frère jumeau lumineux, le mot « et ». Le « mais » divise, le « et » unit. Au lieu de dire « je comprends ton argument, mais il est faux », essayez la mélodie de « je comprends ton argument et j'aimerais y ajouter une perspective qui pourrait enrichir notre vision ». Le « et » ne détruit rien, il construit.
Il ajoute une pièce à la maison commune au lieu d'en saper les fondations. C'est un simple mot, mais il a le pouvoir de transformer un duel en duo. Le troisième geste, enfin, est celui du jardinier curieux. Il s'agit de poser des questions, non comme un avocat qui cherche la faille, mais comme un ami qui cherche à comprendre. Il ne s'agit pas de poser des questions pièges pour prouver à l'autre qu'il a tort. C'est un questionnement né d'une curiosité authentique pour le paysage intérieur de l'autre. Osez demander, avec une douceur véritable, qu'est-ce qui, dans ton histoire, t'a amené à cette certitude? Ou bien, y a-t-il un aspect de cette situation qui te préoccupe plus que tout autre? Avec de telles questions, vous ne l'attaquez plus de front. Vous l'invitez à devenir l'explorateur de sa propre pensée. Vous ne le forcez pas à abandonner sa forteresse. Vous l'invitez à en ouvrir les portes pour en visiter les pièces avec vous. Mais il est des danses où le partenaire refuse la main tendue. Des dialogues qui se muent en tempête. Et lorsque la communication ne suffit plus, il vous reste l'art le plus sacré, celui de la préservation de soi. C'est le moment de vous retirer, non pas dans la défaite, mais dans la sagesse de votre propre jardin sacré. Un penseur de notre temps, Stephen Covey, nous a offert une carte simple pour naviguer ces eaux. Imaginez 2 cercles de vie. Le plus grand est votre cercle de préoccupation. Il contient la météo, la politique mondiale et l'esprit de l'autre. Ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle direct. Au cœur de ce grand cercle, il y en a un plus petit, intime et puissant, votre cercle d'influence. Ils contiennent vos choix, vos paroles, vos réactions, vos émotions. C'est la seule terre sur laquelle vous êtes souverain. Toute l'énergie que vous dépensez à vouloir changer la météo, à vouloir forcer l'esprit de l'autre, est une eau précieuse versée sur le sable du désert. Le seul acte de pouvoir véritable, le seul qui puisse faire fleurir quoi que ce soit, est de rediriger cette eau vers votre propre jardin. Pour cela, je vous offre un premier outil, qui est un rituel de clarté. Avant d'engager une conversation qui s'annonce difficile, avant de vous jeter dans la mêlée, prenez un instant, un simple souffle, et posez à votre âme cette question. Quel est l'enjeu véritable ici? Cette victoire d'un instant mérite-t-elle le trésor de ma paix intérieure? Apprenez à sentir la différence entre une conversation nécessaire qui bâtit et qui soigne, et un débat stérile qui ne fait que drainer la sève de votre âme. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, surtout celles qui vous coûtent votre propre royaume. Le second outil est la porte de sortie élégante. Quand vous sentez que la conversation tourne en rond, que le mur est infranchissable, que votre énergie commence à fuir, il est temps de se désengager. Non pas en claquant la porte ou en vous drapant dans un silence hostile, mais avec le calme et le respect d'un sage qui connaît la valeur de sa tranquillité. Vous pouvez offrir des formules de paix, comme celle-ci. Je vois que nous avons des convictions très différentes sur ce sujet.
je propose que nous soyons d'accord sur notre désaccord. Ou encore, avec une douce fermeté. Je respecte ta position, même si je ne la partage pas. Et si nous parlions d'autre chose? Car ce n'est ni une défaite, ni un abandon. C'est un acte de souveraineté. C'est choisir d'être le gardien vigilant de votre jardin intérieur, plutôt que le guerrier épuisé d'une terre qui ne vous appartient pas. Et ainsi, notre voyage ensemble touche à sa destination. Nous avons parcouru un long chemin. Nous avons commencé par nous tenir devant les hautes murailles de la forteresse de l'autre, comprenant que son ciment n'était pas la force, mais bien souvent la peur de son propre effondrement. Puis, courageusement, nous avons tourné le regard vers l'intérieur, et nous avons vu dans le rocher non plus un adversaire, mais un miroir qui nous renvoyait l'écho de notre propre besoin d'être attendu, de notre propre résistance silencieuse. De ce lieu de clarté, nous avons appris les arts subtils du détour, le geste apaisant de la validation, le pouvoir unificateur du mot et la douceur des questions qui invitent à la réflexion plutôt qu'à la rébellion. Enfin, nous avons appris à honorer notre jardin sacré, en sachant quand il est sage de fermer la grille et de préserver notre énergie pour des terres plus fertiles. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule vérité de notre temps passé ensemble, je vous prie que ce soit celle-ci. Votre véritable pouvoir ne réside pas dans votre capacité à déplacer le rocher, mais dans la maîtrise de votre propre danse face à lui. Imaginez, je vous prie, la transformation. La frustration brûlante qui se dissipe, remplacée non par une victoire éclatante, mais par une sérénité assumée. C'est cela, la promesse. Une paix intérieure qu'aucun débat ne peut plus vous voler. Une clarté mentale qui vous permet de voir les véritables enjeux de chaque situation. Des relations qui, même dans le plus profond désaccord, respirent le respect. Et peut-être le plus grand des cadeaux, la libération d'un océan d'énergie. Une énergie que vous pourrez enfin consacrer à bâtir, à créer, à aimer, à tout ce qui fait chanter votre âme. Je ne vous demanderai pas de devenir un maître de cet art du jour au lendemain. Je vous invite simplement à une seule et délicate expérience. La prochaine fois que vous serez face au rocher, résistez à l'ancienne envie de pousser. Choisissez plutôt un seul outil de notre voyage. Peut-être seulement celui-ci. Remplacez un unique mais par un unique et. Et puis simplement observez. Observez avec la douce curiosité d'un scientifique de l'âme ce qui change, non seulement chez l'autre, mais au plus profond de vous. Observez comment la danse change. Merci. Merci de votre écoute attentive, de votre présence silencieuse. Puissiez-vous, sur votre chemin, transformer chaque mur non en une fin, mais en une occasion d'élargir votre propre horizon. Puissiez-vous voir chaque rocher, non comme un obstacle, mais comme un simple élément du paysage que vous traversez avec grâce et liberté. Prenez soin de votre paix intérieure. Elle est et sera toujours votre plus précieux territoire.